Décidément, la faucheuse a encore décidé de faire parler d'elle. D'abord, à l'Assemblée nationale, c'est le lieu de saluer la mémoire d'une grande dame, Marinette Ngoyetna, honorable Marinette Ngoyetna, qui était, c'est évident pour tout le monde, d'un bord politique différent du mien, ce qui nous mettait d'ailleurs en permanente tension et contradiction. Mais il demeure qu'elle a fait un clin d'œil à l'initiative qui a été prise par cette formation de l'opposition, celle de révision du code électoral, et suite à la sortie malencontreuse et regrettable de l'un de ses camarades membres du gouvernement, elle a eu le courage de dire que c'était une initiative qu'il fallait encourager parce que l'avenir du Cameroun, la paix en tout cas, dépendait effectivement de la réécriture, en tout cas de la révision du code électoral. Et elle a fait montre à cette occasion d'un courage qui est rare dans son bord politique. Elle s'en est allée ces jours écoulés, ces derniers jours écoulés, et c'est le lieu de saluer son âme. Tout comme, je parle de la faucheuse, dans les encablures de Tchang, il y a encore eu un hécatombe, près de ou plus de 50 morts, ça diverge, mais toujours est-il que beaucoup de nos compatriotes, à un instant et à un endroit précis, ont perdu la mort à cause de la route ou sur la route. Il faut saluer leurs âmes également. Tout comme, là ce n'est peut-être pas encore la faucheuse, mais c'est tout comme ces enlèvements dont on ne cesse de parler du côté de Touboro ces derniers temps et qui mettent en conflit des leaders politiques. Mais c'est le moment encore pour nous, en tout cas l'occasion, l'opportunité de rappeler que notre camarade au sein du PCRN, qui a été jusqu'ici, on conjugue au passé, mais parce que depuis on n'a pas ces nouvelles, M. Zatao Amadama, qui a été, ou qui est d'ailleurs toujours dans nos mémoires, et nous continuons à penser qu'il est vivant là où il est, un membre influent, un pilier du Parti camerounais pour la réconciliation nationale dans le Mbéré et plus précisément à Menganga. Nous sommes toujours en train de nous déployer, de nous employer à le retrouver et nous espérons, nous prions le Seigneur qu'il nous mette sur la voie qui nous conduira vers lui et nous continuons à nourrir le secret d'espoir qu'il soit toujours en vie. Nous allons entamer, et c'est déjà le cas d'ailleurs, la 8e production de notre échange hebdomadaire dans un contexte particulier où on est partagé entre le désespoir, la contrition, l'énervement, parce qu'on se demande comment, une fois encore, la mort, je viens d'en parler tout à l'heure, a été pour d'autres un fonds de commerce. La Covid-19, ou le Covid, c'est selon les académiciens, nous contrebalancent là-dedans, a frappé le monde entier et ça n'a pas épargné le Cameroun. Et comme dans d'autres pays, le Cameroun est entré en mode urgence. Des centaines de milliards ont été mis à disposition. Et pour peu qu'on engage quelque chose de normal, parce qu'il s'agit des fonds publics, parce qu'il s'agit des deniers publics. Donc il est tout à fait normal dans le fonctionnement de toute structure, organisation, donc évidemment État, qu'à un moment qu'on fasse le point, on a dépensé tant, c'est l'argent qui nous appartient à nous tous, ceux qui en ont eu la charge, ou la charge de le dépenser, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Est-ce que la dépense a visé la satisfaction des attentes du peuple? Et pour peu qu'on aborde la question, l'on voit circuler des documents qui nous mettent hors de nous. Ce n'est pas tant de ces documents qu'on va parler. Mais, réfléchissant à cela, j'ai retrouvé dans ma bibliothèque cet ouvrage qui a été publié en 1997 aux éditions Carrefour, dont l'auteur est le philosophe Hubert Monondiana. C'est intitulé « Les proverbes de Paul Biya ». Il écrit à la page 18 « L'on ne comprendra jamais pourquoi le couple rigueur et moralisation a disparu brusquement des discours officiels pendant de très longues années, bien qu'on l'utilisât encore
en mars 1985 au congrès de Bamenda, on peut dater cette disparition du putsch manqué des 6 et 7 avril 1984. Personne ne songea plus à l'évoquer, même pour s'interroger sur le bien fondé de sa mise à l'écart. Au contraire, les mots qu'il était censé combattre connurent un regain de recrudescence au point que c'est pendant la très grande récession économique qui a étranglé le Cameroun dans la décennie 87-97 que les plus grosses fortunes, hors de toute imagination, ont vu le jour. C'est en cette période que les immenses cylindrées françaises, allemandes et surtout asiatiques ont déferlé sur nos routes et que les châteaux les plus futuristes ont jailli de terre. C'est aussi en cette période que les Camerounais se sont mis à débattre le plus ouvertement de leurs milliards dans un milieu paupérisé sans le moindre embarras. A tout de suite. Soyez les bienvenus à cette 8e édition de notre échange hebdomadaire. Puisque nous avons parlé d'un fléau ou d'une maladie devenue au fil des temps incurable de la société camerounaise, j'ai envie de nous rappeler au souvenir d'un auteur peu connu. Il est de nationalité française. Son nom, c'était Saint-Just. Il est entré dans l'histoire de la France parce que c'était un jeune révolutionnaire qui a d'ailleurs été assassiné, je crois, à 26 ans. Et il avait écrit, je crois que c'était en 1782 ou 94, je ne sais plus. Il avait écrit, je cite ou je paraphrase, je ne suis pas sûr que je vais retrouver la virgule au mot près. Il avait dit, tous les arts ont donné naissance à des merveilles. Mais l'art de gouverner a donné naissance à des monstres. Je cite encore. Tous les arts ont donné naissance à des merveilles, mais l'art de gouverner a donné naissance à des monstres. Je dois avouer que ces propos, qui ne tiennent plus forcément pour la France, mais qui tenaient à son époque, je crains que ça tienne un peu pour notre époque. Parce qu'on a le sentiment que gouverner, que ceux qui nous gouvernent, depuis tout au moins le retour de la démocratie, mais encore avant, que disait-on de ceux qui ont hérité du Cameroun post-indépendance? Autocrates, dictateurs. Il y en a même qui sont allés jusqu'à dire qu'ils étaient des monstres. Enfin, compte tenu de la propension qu'ils avaient à faire taire, ce qui pouvait leur porter la contradiction. Le retour à la démocratie n'a pas forcément changé grand-chose. Tout au moins, si on s'arrête sur la question de la prédation, de la gestion de la chose publique. Nous sommes dans un pays où le respect pour la chose publique est probablement la chose la plus bafouée. On parle des bandits à col blanc. On parle des détourneurs de fonds publics. On parle de ceux qui s'autorisent des libertés avec les fonds publics, la chose publique, avec banalité. C'est devenu naturel de croiser une voiture CA qui transporte les plantains de quelqu'un dans une localité reculée du Cameroun. Lorsqu'on annonce qu'il y a des enquêtes, lorsqu'on annonce qu'il y a des arrestations, cela, au fil des temps, s'est installé dans notre quotidien. Alors, moi qui ai eu la possibilité d'aller dans d'autres pays, notamment les pays occidentaux que nous admirons tant, beaucoup de gens oublient que dans ces pays-là, la chose publique est sacrée. Ce qui, chez nous ici, va faire l'objet d'un titre de journal qu'on va commenter et ça va alimenter des chaumières, des causeries dans les chaumières, ailleurs déclenche une crise politique profonde qui peut conduire non seulement aux poursuites judiciaires in fine,
Mais à la démission, parlons de fonds Covid, en Allemagne, pendant qu'on y est, en Allemagne, je dis bien, suite à la crise du Covid-19, il y a déjà eu des démissions, y compris de députés, à cause des indélicatesses dans la gestion de la chose publique. Parler des États-Unis, je n'ose même pas évoquer les pays nordiques, la Norvège, la Suède, ainsi de suite. La chose publique est carrément sacrée. Que se passe-t-il au Cameroun? Ce n'est pas par hasard que je lisais tout à l'heure l'extrait de l'ouvrage de Hubert Monondiana. C'est-à-dire qu'en 91-92, au moment où le Cameroun, pour parler prosaïquement, était au bas-fond, c'est là que des villas futuristes ont poussé, que des fortunes en milliards sont nées. Au moment où on parle du Covid ou de la Covid, au moment où, chaque fois qu'on allume la télé, dans le monde entier, les morts se comptent par centaines. Au moment où, dans notre pays, on a connu un enchaînement, et là je parle des morts VIP. On n'ose même pas compter les anonymes qui meurent dans les hôpitaux pour la Covid ou le Covid. C'est en ce moment qu'on vous dit que des gens se sont autorisés encore des libertés. Ce n'est pas encore vidé dans le fond, mais on lit des choses, notamment le rapport qui a fuité, qui sont absolument incroyables. C'est-à-dire au moment où un produit coûte 2 000 francs, sorti d'usine, 6 000 francs sur la place européenne, il va coûter 10 fois plus sur la place camerounaise. Évidemment, on attend que le contradictoire, enfin des rapports beaucoup plus sérieux, soient rendus publics. Mais on se dit, même si c'est pour blaguer, comment cela a-t-il été possible? Alors, c'est à cette réflexion de fond, je ne voudrais pas qu'on s'attarde sur des questions superficielles, des questions qui sont débattues à l'envi, que ce soit dans les journaux ou dans d'autres espaces de débat. Je voudrais qu'on aille au fond. Alors, en analysant la question, je suis arrivé à une conclusion. Il y a deux choses qui ont été imposées au régime actuel. Deux. La démocratie et la lutte contre la corruption. Et c'est un point de départ qui est fondamental, qui est important. Lorsqu'on parle du retour de la démocratie en 92, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que dans la capitale camerounaise, Yaoundé, il y a eu des marches avec des pancartes, des gens normalement constitués, qui tenaient des pancartes sur lesquelles il était écrit « Non à la démocratie précipitée ». Puisque ce sont des faits historiques, je peux vous citer certains, ou un qui est vivant et qui avait participé par exemple à cette marche. Monsieur Jean-Jacques Ekindi, à l'égard de qui j'ai le respect, le plus énorme qui puisse exister, mais il demeure que c'est un fait historique. Il avait participé à cette marche avec des gens comme Emma Basile, paix à son âme, et beaucoup d'autres que vous pourrez retrouver. Mais parce que les conditionnalités des relations internationales nous ont obligés à aller vers cela, donc on parle de la chute du mur de Berlin, du discours de Mitterrand au sommet France-Afrique de La Baule, ainsi de suite en 1989, on a été obligé d'aller vers la démocratie. Mais au fond, quand vous regardez de quelle démocratie il s'agit au Cameroun aujourd'hui, vous comprenez que c'est une démocratie à laquelle nous sommes allés par contrainte. Et lorsqu'on y va par contrainte, on construit une démocratie de mauvaise foi. Et c'est cette démocratie qui donne les élections dont nous parlons, c'est cette démocratie qui donne le cadrage associatif que nous connaissons, c'est cette démocratie qui donne le cadrage des partis politiques, le financement des partis politiques, l'univers associatif que nous connaissons, les lois de 90, qui à l'époque ont été saluées, mais qui en réalité, à la pratique, contiennent des verrous qui datent de la période avant le retour à la démocratie. En fait, tant que ceux qui ne voulaient pas de la démocratie ont eu la charge de la démocratie, ça donne ce que nous vivons. On pourrait en dire de même de la lutte contre la corruption. Ce que beaucoup de jeunes Camerounais ne savent pas, c'est que lorsque éclate ce que décrit Hubert Monondiana dans l'ouvrage que je viens de citer, ceux qui dirigent ce pays à l'époque se gossent publiquement en disant que c'est des inepties et demandent à ce qu'on leur apporte des preuves. En fait, il a fallu qu'une fois de plus
les conditionnalités des relations internationales, notamment nos rapports avec les bailleurs de fonds, se crispent pour que nous soyons obligés, je mets nous, Camerounais, ou le Cameroun, mais notamment ceux qui avaient la charge de diriger le Cameroun, se résolvent à créer un dispositif de lutte contre la corruption. Ben, essayons de le revisiter tout simplement, ce dispositif. En fait, le premier plan national de lutte contre la corruption dans ce pays date de 1997. Après ce plan-là, il y a eu les cellules sectorielles de lutte contre la corruption dans tous les ministères. Beaucoup d'entre vous étaient plus jeunes à l'époque, d'ailleurs moi aussi avec. Mais on en faisait tellement le tapage que, aussi jeune que j'ai pu être à l'époque, enfin, 97, j'avais 17 ans, j'en avais entendu parler. 97, 98, ben, enfin, j'étais déjà assez grand. Moi j'ai eu mon bac en 1998. Mais on en parlait tellement, parce qu'il ne se passait pas un jour, à l'époque il y avait globalement que les chaînes publiques, donc tout ce qui se passait, on était de gré ou de force au courant. Il ne se passait pas un jour sans que vous n'appreniez qu'on a installé une cellule de lutte contre la corruption. C'était un peu la mode à l'époque. Il y a même eu le programme national de gouvernance, dirigé par quelqu'un qui aujourd'hui est en prison. Je ne sais pas trop pourquoi, mais il a tellement dirigé la gouvernance que plus tard il a dirigé d'autres choses. Et à l'issue de la direction de ces autres choses, il se retrouvait derrière les barreaux. Mais vous savez, les affaires d'épervier, il faut toujours en parler en ayant entre les mains des pincettes. Puis, nous avons même ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption. La Convention dite de Mérida. Mérida, c'est une ville du Mexique. Le Cameroun a signé cette convention en 2003. Elle a été adoptée en tout cas en 2003, un 29 septembre 2003. Le Cameroun l'a signée le 10 décembre 2003. Et on a même promulgué la ratification de cela 3 ans plus tard, le 6 février 2006. Je parle de la Convention de Mérida. Donc les dispositions commandent d'ailleurs une révision du code pénal, qui lui-même a été révisé, je crois, en 2015 ou 2016, notamment, mais qui n'a pas tenu compte, je parle du code électoral, des préconisations d'une convention que nous avons librement ratifiée. Notamment les questions de délit d'initié, les questions de commission rogatoire, il y a un certain nombre de dispositions là-dedans. Mais on ne s'est pas arrêté là. Ce pays-ci s'est doté d'une commission nationale anticorruption, la CONAC. Ce pays-ci s'est doté, et c'est d'ailleurs dans la Constitution de 1996, d'une chambre des comptes. Ce pays-ci s'est doté, j'ai parlé de la chambre des comptes, il y a même eu des programmes chèrement et grassement financés par les Nations Unies, comme le programme CHOC, Change Habits and Oppose Corruption. Le Cameroun a fait l'objet des meilleurs classements peu élogieux dans les rankings internationaux de corruption. Je n'ose plus parler du bon vieux code pénal. Mais malgré cela, on s'est encore doté d'un TCS, d'un tribunal criminel spécial. Ce pays s'est doté d'une agence nationale d'investigation financière, l'ANIF, dont on se demande d'ailleurs très bien de quelle investigation elle s'occupe, étant donné que dans le code pénal, on n'a pas pu intégrer l'enrichissement illicite. Bon, apparemment, elle se cantonne à travailler dans les banques, c'est-à-dire que si un matin vous recevez 2 millions dans votre compte, pour aller les décharger, vous devez vous justifier. Bon, on ne dira pas que c'est rien, je ne veux pas faire les nihilistes. Mais la question qu'on est en droit de se poser, c'est que nonobstant tout ce dispositif, tout cet attirail, qu'on pourrait même à certains égards qualifier de pléthorique, parce qu'à la vérité, avec le code pénal, pourquoi devrait-on avoir un TCS et tout ce qui va derrière et tout ce qui va avec? J'ai même oublié de citer tout à l'heure le CONSUPRÉ, contrôle supérieur de l'État. C'est incroyable. Alors, de deux choses l'une. Soit on a créé un dispositif de lutte contre la corruption à vocation essentiellement décorative, et ça crédite donc la thèse qui est la mienne, c'est-à-dire que comme nous y sommes allés par contrainte et qu'il fallait satisfaire
les bailleurs de fonds montrer à la communauté internationale, tout au moins ceux auprès de qui nous allons avec la CIBIL tous les ans pour contracter des dettes, il fallait leur montrer que nous étions volontaires. Ben non, ça n'a toujours pas marché. Le Cameroun est toujours inscrit dans une frénésie corruptive. On a même le sentiment que plus on crée des dispositifs de lutte contre la corruption, plus on vole. Avec d'ailleurs en prime que désormais l'intelligence des détourneurs de fonds publics, des prédateurs et des prévaricateurs a épousé les contours de la loi. À un point d'ailleurs que le dispositif de répression se montre parfois incapable. On a eu droit à des choses ubuesques il y a quelques années, notamment sur un cas bien connu de l'opération Épervier, celui de Marafa, de coaction intellectuelle. C'est-à-dire qu'on est arrivé à remettre en doute les fondamentaux du droit pénal, c'est-à-dire l'élément matériel, puisqu'on ne pouvait pas démontrer, on voyait qu'il y a eu vol, on voyait qu'il y a eu détournement, on voyait qu'il y a un manquant, mais on ne pouvait pas établir que la personne qu'on accusait avait volé. On a créé quelque chose de nouveau qu'on appelle coaction intellectuelle. Mais c'est complètement vaseux. Je dirais que le problème, il est vraiment profond. Il est dans notre moralité. Il est dans le rapport que nous avons avec la chose publique. Moi, je suis arrivé à la conclusion, et je partage cette conclusion avec vous, que la corruption est devenue un levier de gouvernance. En fait, les gouvernants utilisent, mais encore que quand je mets gouvernance là-dedans, c'est par abus. Mais la paix dont nous nous vantons tant, les gouvernants n'ont pu la préserver que grâce à la corruption. En fait, nous sommes dans un pays où chacun vit par le vol qu'il peut opérer là où il est. Vous dites à quelqu'un de réguler la circulation, ben, il se bat là. Vous dites à quelqu'un de diriger un hôpital, il se bat à ce niveau-là. Vous dites à quelqu'un de gérer un projet, il se bat à ce niveau-là. Il y a Covid, il faut gérer les fonds Covid, la personne se bat à ce niveau-là. Et chacun réussit à justifier sa prédation par le fait que ceux qui sont au-dessus de lui font exactement la même chose. Parce que justement, lorsque on va voter un budget pour faire vivre une administration, l'ordonnateur de ce budget va détourner cet argent et du coup, le peu qu'il va laisser passer, ceux qui sont en dessous de lui vont voler cet argent aussi, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça crée un vol organisé et généralisé. Je vous dirais, pour sortir de cette question, et vous ne me voyez peut-être pas venir, que la solution, c'est encore les élections. Parce qu'il y a un rapport étroit entre la qualité de la dévolution du pouvoir et la qualité d'exercice du pouvoir. Tant que nous aurons des dirigeants qui ne se sentiront pas redevables électoralement vis-à-vis du peuple, ils ne seront jamais enclins à une quelconque redevabilité de ce qu'ils auront fait du bien qui appartient au peuple. C'est presque arithmétique, c'est presque mécanique. Et du coup, la responsabilité, comme je le disais tout à l'heure, elle est dans notre moralité, elle est dans notre attitude, elle est dans notre disposition à mettre fin à cela. Si nous restons chacun dans son coin, dans sa posture, dans sa position, en attendant que c'est l'autre qui apporte la solution, mais en fait, nous entrons dans un jeu d'hypocrite. Parce que tous les Camerounais, pas tous évidemment, mais une grande majorité de Camerounais, lorsqu'ils sont en position de se tailler leur part sur la bête qu'est l'État du Cameroun, ben, ils ne se privent pas. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont un acquis de conscience qui est qu'on n'est pas seul. Je ne suis pas le seul. De toute façon, si je ne le fais pas, les autres le font. La solution doit venir par les personnes que nous choisissons. Les personnes entre les mains de qui nous plaçons la destinée commune. Chers compatriotes, la clé pour résoudre le problème de corruption est entre chacune de vos mains. En réalité, le doigt accusateur que nous pointons sur les autres, sur les dirigeants, oui,
c'est sur nous-mêmes que nous devons le pointer. Parce que lorsque vient le moment des élections, et qu'au lieu de voter celui qui vous a proposé un plan, un projet de société, vous votez pour celui qui vous a donné à manger et à boire, sans que vous ne vous posiez la question de savoir où est-ce qu'il a pris cet argent et comment il compte le compenser, vous êtes bien insensé plus tard de l'accuser de ne pas avoir changé votre quotidien, parce qu'il a payé votre conscience. Tout comme vous qui avez abandonné le champ politique, vous qui avez abandonné le champ électoral, vous qui laissez le soin aux autres de le faire, vous contentant d'être de bons téléspectateurs lorsqu'on diffuse le contentieux électoral, alors que nous sommes dans un pays où les élections se jouent entre 3 millions d'individus depuis pratiquement 20-25 ans. Dans un pays de 25 millions d'habitants, 15 millions en âge de voter et à peine 6 millions d'inscrits, dont la moitié est dormante, parce qu'il n'y a que 3 millions de personnes qui participent au vote. Moi, j'ai bien envie de dire, oui, respectez-moi parce que j'ai été 3e à l'élection présidentielle de 2018, mais je n'ai eu que 260 000 voix. Le deuxième a eu le double. Le vainqueur, je crois, un peu moins ou un peu plus de 1,5 million, celui qui a été proclamé vainqueur. Comment ça s'explique qu'on puisse être président d'une république de 25 millions d'habitants avec seulement 1,5 million de suffrages? Ce n'est pas possible. Donc, par notre mutisme, par notre démission, par notre attitude, par notre résignation, nous nous constituons volontairement ou involontairement, directement ou indirectement, complices de la situation que nous déplorons tous. Levons-nous, prenons nos responsabilités. Ça peut paraître étonnant. La solution à la corruption qui gangrène le Cameroun n'est pas la création de prisons. C'est vrai. Lorsque nous prendrons les choses en main, la répression jouera son rôle. Mais ce qui devra jouer son rôle en premier lieu, c'est notre moralité. C'est notre attitude. C'est le rapport que nous, les dirigeants auront vis-à-vis de la chose publique. Ce n'est qu'alors que non seulement les autres suivront, mais surtout la répression que nous allons exercer, durement ou pas, aura de la légitimité. Je n'en dirai pas plus. J'ai envie de dire, comme quelqu'un a dit dans un livre religieux, « Cher Camerounais, lève-toi et marche ».